Ce qui ne tue pas en fort. Bon, attention, Coco, on est trop long. Je chante et c'est à toi. Hein. Alors Pascal Nègre, bonjour. Bonjour. Pascal Nègre, j'ai été stupéfait de découvrir ton âge, tu n'as que 48 ans. Pourquoi je fais beaucoup plus, c'est ça mon problème. C'est agréable. C'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est un problème que j'ai eu quand j'étais directeur de la promo de Columbia. C'était en 88, donc j'avais 27 ans. J'ai eu une soirée avec mon assistante qui en avait 19 et le gars me dit « Oh, c'est une super idée d'être venu avec votre fille ». Donc voilà, donc c'est effectivement, j'ai toujours fait plus vieux que mon âge. Mais que c'est un avantage, c'est qu'ils ont osé me filer la présidence de Polygram Disque à 33 ans. Donc voilà. Mais voilà, parce que l'idée, c'était pas de te vexer, c'était que vraiment, on a l'impression que tu es président d'Universal depuis plus de 30 ans. Quoi. 15 ans, non, 15 ans. Les années qui comptent double. Mais c'est vrai que ça fait, si tu regardes par rapport à l'ensemble des présidents de majors à travers l'ensemble des pays, c'est vrai que je suis une rare exception à être resté aussi longtemps. Mais parce que j'ai démarré jeune. Ouais. Alors depuis 2002, le marché du disque a baissé de 52%, le rayon CD de la Fnac ne cesse de rétrécir, les majors virent des collaborateurs et des artistes par charrette entière chaque année. Comment on en est arrivé là ? D'abord, c'est pas que les majors, malheureusement, c'est aussi les indépendants. Et puis il faut rajouter à ça que malheureusement, il y a aussi des indépendants qui ferment. Et il faut rajouter aussi à ça qu'il y a un certain nombre de majors qui ont disparu. Bon. Comment on est arrivé là ? Bon, on est arrivé, l'histoire est assez simple. L'analyse de la crise que j'ai depuis le début, et j'étais sûrement le premier à dire d'une manière cash, entre guillemets, la réalité, c'est qu'à partir du moment où vous pouvez accéder à de la musique gratuitement, sans la payer, il n'y a aucune raison que vous continuez à acheter de la musique. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? À partir du moment où les gens peuvent pirater, ce qu'ils font, d'une manière facile, ils achètent moins de disques. Donc c'est la faute à Internet ? Mais c'est pas la faute à Internet, c'est la faute... Moi, j'en veux pas à quelqu'un qui tout à coup dit « Mais Pascal, pourquoi j'ai payé 1 € un titre en téléchargement si je peux avoir le même gratuitement ?» Le seul problème, c'est que moi, je lui dis « Ce n'est pas gratuit. C'est simplement du vol. » Et c'est ce que l'Adopi essaye de souligner, c'est d'expliquer aux gens que c'est pas gratuit et que maintenant, il y a un risque. Le risque étant d'avoir 1 500 € d'amende et puis après de ne plus avoir accès à Internet. Et c'est tout le débat de l'Adopi. Alors en même temps, toi, dès le départ, tu as un peu incarné le rôle du père fouettard, tu as toujours été aussi le monsieur disque en France, avec les avantages et les inconvénients que ça a. Mais en tout cas, tu as toujours été aux commandes depuis le début. Est-ce que tu penses que, sincèrement, quelle est ta part de responsabilité aujourd'hui dans la situation actuelle ? Je pense que la problématique, c'est qu'on a mis trop de temps pour convaincre les pouvoirs publics d'agir. Je pense qu'on aurait eu l'Adopi il y a 4 ans, ça aurait vraiment changé quelque chose, et on ne serait pas dans la même situation aujourd'hui. Rendez-vous fin d'année prochaine pour voir quelles sont les conséquences de l'Adopi. Je pense qu'il y aura des conséquences positives. On va en parler de l'Adopi, mais tu ne penses pas que les majors n'ont pas saisi le truc à temps, qu'il y a des décisions stratégiques qui n'ont pas été prises, que peut-être qu'au lieu de justement jouer le père fouettard, vous auriez pu développer très rapidement des modèles payants Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la grande majorité des plateformes, comme d'ailleurs à l'époque, la grande majorité des magasins, ne nous appartenaient pas. Ce qu'on oublie, c'est que les magasins ne nous appartenaient pas, c'est pas nous qui avons inventé la cassette, le vinyle ou le CD. De la même manière que c'est pas nous qui avons inventé le MP3. C'est pas nous qui avons fait à un moment donné, parce que le débat, et je l'entendrai, peut être sur les DRM, mais c'est pas nous qui ont fait à un moment donné qu'on a rendu, qu'il y avait plusieurs DRM et qu'elles étaient incompatibles entre elles. D'accord ? Nous, on aurait souhaité, mais c'est pas nous qui les créons. Il y a eu des tentatives de faire des plateformes de téléchargement payant, Pressplay et compagnie, on oublie, c'était début des années 2000, c'était une catastrophe. La première plateforme de téléchargement payant en France, qui regroupait l'ensemble des catalogues, c'est nous qui l'avons lancée, ça s'appelait Compile. Donc, d'ailleurs, déjà à l'époque, sur un format d'abonnement. Parce que moi, je pense que la grande révolution d'Internet va être que le consommateur va pouvoir avoir accès par un système d'abonnement à un certain nombre de contenus. Et je pense que ça, c'est dans la manière de vendre, ça va être la révolution. Mais tu ne penses pas que le montant d'investissement a été un peu faible à l'époque par rapport aux enjeux qui se profilaient ? Je pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui a été investi dans Pressplay, pour rien d'ailleurs, mais donc ça non. Deuxièmement, ce que vous ne voyez pas, ça a été les énormes investissements qui ont été faits pour numériser et pour recliner tous les contrats.
N'oubliez pas qu'à l'époque, on avait le droit de vendre sur Internet, on n'avait pas le royalty de l'artiste. Donc il a fallu renégocier tous les contrats. Ça a mis énormément de temps. Alors sinon, mon petit doigt m'a dit qu'en ce moment, tu rêvais d'être suédois. Et pas seulement pour être blond aux yeux bleus et savoir monter des meubles Ikea comme un dieu. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu le 1er avril, bon, la date est absolument amusante, le 1er avril, il y a une nouvelle loi qui est sortie en Suède. Et le résultat des courses, c'est que C'est la loi Ipred. Oui, c'est la loi Ipred. Et à fin octobre, le marché du disque suédois est le seul marché dans le monde à faire plus 14%. À la fois le marché physique s'est stabilisé et le marché numérique a quasiment été multiplié par 2. Donc c'est un exemple, c'est l'exemple de juste une loi et tout à coup, il y a un impact immédiat. C'est troublant. Donc c'est vrai que si l'année prochaine, l'Adopi arrivant, le marché français faisait plus 10, on serait très très content. Mais t'as pas l'impression que c'est un peu trop tard tout ça quand même? Parce que là, ok, tu vas avoir ton Adopi, on va punir les internautes qui téléchargent illégalement, mais ça va rien changer, parce qu'il y aura toujours quelque chose de nouveau pour pouvoir télécharger de la musique illégalement. Tu connais les sites type YouSendIt où on peut s'envoyer des gros paquets de musique en toute impunité. On a laissé les usages s'installer. Je t'ai vu dire dans une interview qu'on vendait encore des CD, que le CD n'était pas mort, etc., que c'était encore un truc hallucinant, mais moi je suis intimement persuadé que c'est quand même des gens au-delà de 30 ans qui achètent des CD. Les jeunes n'achètent plus de CD. Mais ça c'est faux. Je peux te donner. Tu penses que les 500 000 albums de Tokyo Hotel qu'on a vendus il y a 2 ans étaient achetés par des plus de 60 ans pour les offrir à leurs petits-enfants? D'abord, le problème, c'est que je ne crois pas qu'il y ait un public. Je pense qu'il y a plein de publics. Si tu es en train de m'expliquer qu'effectivement, il y a des gens très spécialisés, etc., technophiles, etc., qui vont réussir à trouver des moyens de... Oui. Mais après, il y a monsieur Lambda, il y a la personne normale, qui veut un système qui est à peu près simple, dans lequel il ne veut pas d'emmerde, et dans lequel il est content, il est satisfait de l'offre. Et je pense que là-dessus, l'abonnement est une vraie réponse à ça. Voilà ce que je pense. Quand je vois que des Deezer commencent à vendre de l'abonnement et que ça commence à accrocher, quand je vois que Spotify annonce plus de 150 000 abonnements, parce que tout à coup c'est pratique, c'est agréable, voilà, on l'a sur son iPhone et puis tout va bien. Je pense pas qu'il y a, je répète, il n'y a pas un public, il y a plein de publics différents. Or je pense que le profil du public que tu me décris, c'est une toute petite partie du public. Oui, mais c'est le public qui va grandir et qui va grandir avec cet usage, qui n'a pas été habitué justement à acheter des disques parce que pendant ces 7 années, il n'y a pas vraiment eu d'offres légales faciles. Ça a toujours été plus facile de télécharger illégalement que de télécharger légalement. Puis regarde, même encore aujourd'hui, quand tu achètes des titres sur iTunes, tu ne peux pas les transférer sur plus de 5 appareils. Enfin, c'est vrai que parce que tu as la chance d'avoir 53 appareils chez toi, donc tu as besoin de les transférer 53 fois. Bon. Non, mais tu connais la durée de vie d'un ordinateur, Pascal. Non, mais oui, enfin, normalement, tu peux récupérer après tes titres. Si ton disque dur plante, tu peux le récupérer à nouveau sur iTunes. Bon. Mais sur ton compte. Mais si tu veux, il y a un moment où je crois qu'il n'y avait pas de règles. Je crois que l'Adopi fournit un cadre. Un cadre qui est d'ailleurs pédagogique au départ. L'idée, c'est qu'il y ait le moins d'amendes possible, parce que tout à coup, on va sensibiliser les gens. Je crois à ça. Là-dessus, je suis peut-être innocent. Moi, je crois qu'effectivement, quand les gens vont recevoir une lettre recommandée, quand les gens vont recevoir un email, il y a un certain nombre de gens qui vont arrêter. Voilà ce que je pense. Alors, il y aura toujours 5-10% des gens qui diront on s'en moque. Bon, ben, ils seront malheureusement pénalisés. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Rien. Bon, Pascal, après 7 ans quand même de décroissance du marché du disque, des chiffres qui sont finalement quand même pas si glorieux, comment t'expliques que tu sois toujours là? Mais parce que je crois que Universal, je ne crois pas, j'en suis sûr, Universal s'en sort mieux que les autres. Parce que on a été sûrement les premiers à comprendre qu'il fallait aussi se diversifier. On a été les premiers, par exemple, à lancer Universal Music Mobile, c'est-à-dire tout à coup les premiers à sentir qu'on pouvait faire des choses avec le téléphone. Voilà, l'Olympia à l'époque. Bon, et qu'on fait pas mal de choses, on bouge. On essaye de faire des deals un peu originaux, l'association avec la Société Générale, etc. Donc on essaye vraiment de bouger. Je pense que là-dessus, on a été peut-être un peu plus malin que les autres. Deuxièmement,
aujourd'hui, on est sûrement la maison de disques, la seule à avoir autant de deals dans le numérique. Par exemple, je suis la seule maison de disques à avoir un deal avec Dailymotion. Donc bizarrement, Universal, avec mon côté très père Fouettard, moi j'étais vraiment à chaque fois là pour dire ok, quel modèle vous proposez, allez, vous avez le catalogue, et puis essayez et voyons ce que ça donne. L'autre chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que Universal, on est le premier producteur d'artistes français. Et ça pour moi c'est quelque chose de très important. Et que par rapport à un certain nombre de mes collègues, on a beaucoup moins diminué nos rosters d'artistes que d'autres. C'est-à-dire qu'on a gardé beaucoup d'artistes par rapport à... On n'a pas fait 50% d'artistes en moins français, alors que le marché a fait moins 50. Donc on a continué, nous, à se battre sur la création française, et c'est vrai qu'on a gagné des parts de marché. Donc si tu regardes le marché, on a moins chuté, Universal a moins chuté que le marché. En clair, j'ai pas fait moins 50 depuis le début de la crise. Voilà. Parce que moi, en fait, j'ai l'impression que ton problème, c'est que tu es un passionné de musique. J'ai une petite anecdote avant que tu réagisses. Ouais. J'étais invité, je sais pas, ça devait être il y a 2 ans, au showcase du nouvel album de Zazie. Mmh. Et tu étais scotché à regarder Zazie faire ses titres en live, etc. Et puis moi, comme un garnement, je discutais derrière toi avec un mec d'Universal, justement. Et tu t'es retourné et tu nous as fustigé avec une violence. On dit « Ouais, vous pouvez pas fermer votre gueule, j'écoute Zazie ». Et je me suis dit, C'est un truc que j'ai horreur quand j'écoute de la musique, les gens parlent. J'ai horreur de ça. Maintenant, est-ce qu'il est étonnant que le patron d'Universal aime la musique? Il vaut mieux, quoi. Et les gens qui sont ici, c'est des gens qui sont tous passionnés de musique. Mais si je suis pas passionné de musique, je vais faire autre chose, je travaille dans une banque, je raconte les banquiers. Hein. Mais l'intérêt de ce métier, c'est ça. C'est quand même l'intérêt d'écouter, de vibrer, de parier, de croire, à la fois dans les artistes, à la fois dans les gens. Parce que ce qui est amusant aussi, c'est avoir toute une nouvelle génération de petits mecs qui sont en train de grandir, etc. Et je essaie de les aider là-dedans. Donc voilà, c'est parier sur les talents. Et ça, c'est mon métier fondamental. Et évidemment qu'il y a un plaisir, il y a une émotion qui, je l'espère, est partagée. Et quand vous écoutez quelque chose que personne ne connaît, je dis là, et puis vous dites waouh, c'est super. Et puis après, vous allez essayer de le médiatiser, le faire connaître, et se rendre compte que 6 mois après, 1 an après, ben, les gens ont répondu et tout à coup ont été en harmonie avec votre coup de cœur. C'est formidable. C'est formidable. Mais tu vois, Pascal, t'es beaucoup plus excité quand on parle d'artistique. Mais mon métier de base, il est quand même là. Mon métier de base, il n'est pas de passer ma vie à faire des interviews en disant que la piraterie c'est mal. Mon métier de base, il est quand même il est fondamentalement de signer les artistes, de les découvrir, de les aider, de les relancer. C'est aussi ça. C'est ça mon métier fondamentalement. C'est ça qui est amusant, bien sûr. Alors il y a une tradition dans les Tomcasts, c'est que dans chaque interview, je dois placer le nom Michel Sardou. Ouais. Et là, ça va être beaucoup plus facile avec toi, du coup. Ouais. Alors, qu'est-ce qui devient Michel? Eh bien, Michel Sardou, il va bien et il prépare un nouvel album qui sortira a priori en septembre l'année prochaine. Et donc voilà, quoi. Bon, bah écoute, on a hâte. Et une dernière question aussi, Pascal. Alors là, ça c'est énorme. J'ai appris que tu avais failli produire Jean Sarkozy. Que Didier Barbelivien avait fait une maquette avec Jean Sarkozy, qui te l'avait fait écouter sans te dire que c'était Jean Sarkozy, bien sûr, et que tu avais trouvé ça super, et que finalement c'est Jean Sarkozy qui a décidé de ne pas y aller. Bah, je vais te dire un truc, c'est qu'effectivement il écrit plutôt des bonnes chansons, et en plus il chante un peu comme Julien Clerc, vois-tu, et il joue bien du piano, ouais, il a une vraie fibre artistique. Donc voilà, et c'est vrai que quand Barbelivien était venu me faire écouter ça, j'étais plus sur le cul, je dis bon, génial, le nouvel artiste, ça a vraiment de la gueule, quoi, donc allons-y, quoi, il chante bien, il a une signature vocale, signature vocale, ça veut dire qu'on reconnaît sa voix par rapport à un autre, et puis il avait un tube en plus, donc voilà quoi, une balade qui était un tube. Et puis là-dessus, voilà, tu connais la suite. Bon, et idéalement, ton prochain boulot après Universal, ce serait quoi? C'est une vraie question. Parce qu'en fait, t'as que 48 ans. Ouais. Tu peux encore faire plein de trucs. Ouais, c'est une vraie question. Je sais pas. D'abord, je pense que c'est un métier que je ferai tant que je vibre. Le jour où je vibre plus, j'arrête. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quoi après? Il y a plein de choses. Les médias, plein de choses à faire en médias, plein de choses à faire sur Internet, parce que je pense que tout n'est pas dit. Et tout n'est pas fait. Donc il y a plein de choses à... Donc moi, je pense qu'il y a plein de choses. Clairement,
toujours travailler avec des créateurs, parce que c'est ça, je pense que ce que je sais faire, c'est ça. Créateur. Donc médias, Internet, bon, il y a plein de choses champ du possible. Mais il se passe tellement de choses. Tout est en train de bouger actuellement, ce qui est assez passionnant. Et c'est là où je dis que la musique est assez intéressante, parce que malgré toutes les critiques que j'entends, en disant vous n'êtes pas allé assez vite, machin, l'air de rien, pour l'instant, si tu regardes par rapport à tous les autres contenus, aujourd'hui on est clairement en avance. On est en avance. Donc voilà quoi. Voilà, donc médias, société internet, chaîne de télé. Si vous êtes intéressé par Pascal, vous m'envoyez un mail au Tomcast. Oui, on vous renverra un CV, c'est ça. Ouais. Mais pour l'instant, tout va bien. Quoi. Salut Pascal Nègre. Salut. Tu n'étais pas né, donc c'est pour ça que je peux le citer. À l'époque, il y avait une publicité avec Nana Mouskouri qui faisait la pub pour Wizard. Tu te rappelles pas ça quand je chante. Elle était là, elle appuyait sur... C'est pas Dalida, ça? Non, c'était Nana Mouskouri. C'est une dame qui a des lunettes que ça. Bon, Nana Mouskouri. Bon. Je connais pas.